Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir Barbara. Barbara qui est une personne qui est membre des Alcooliques Anonymes, mais il y a une particularité, puis ça m'excite beaucoup aujourd'hui, puis vous allez vraiment apprécier. C'est une personne qui nous vient de la France. Moi, j'ai bien hâte de l'entendre pour voir comment ça se vit là-bas, comment ça se fait les meetings. Et on me dit, j'ai su de sources confidentielles qu'elle a participé à des partages ici au Québec. Alors, j'ai bien hâte de l'entendre, de savoir comment elle a trouvé l'expérience. Alors, à toi la parole, Barbara, j'ai bien hâte de t'entendre. Bonjour à tous, Barbara alcoolique, malade alcoolique, comme on dit en France. Voilà, on se présente souvent comme ça. Comme malade alcoolique. Je vais commencer. J'ai demandé à ma puissance supérieure ce matin de m'accompagner. Voilà, Barbara, je suis née en 76. Je vais vous parler de mon petit parcours. Je vais pas vous raconter mes histoires de brosse, ça c'est sûr. On a plus ou moins tous les mêmes. Mais voilà, donc je suis née en 76, dernière d'une famille de 4 enfants. J'ai une grande sœur et 2 frères. Et voilà, donc je vais dire enfance normale, bonne à l'école, tout va bien. Et je pense que l'événement marquant de mon enfance, ça va être le décès de mon papa qui est décédé du jour au lendemain, en fait, d'un accident du travail, quand j'avais 12 ans. Donc voilà. Donc ça a beaucoup déstabilisé la famille, je vais dire, puisque ma maman s'est retrouvée à 40 ans avec 4 enfants à charge. Voilà, toute seule. Ma maman à ce moment-là est tombée dans l'alcoolisme parce que aujourd'hui je le comprends grâce au programme, au travail que j'ai pu faire en alcoolique anonyme, que elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait à ce moment-là, qu'elle était jeune. J'ai compris ça aussi, 40 ans c'est très jeune. Et que voilà, on n'a jamais manqué de rien pour autant. C'est-à-dire qu'elle buvait que le soir. Mais le soir, je suis devenue soutien de famille, on va dire. Voilà, le soir, elle pleurait dans mes bras, le soir. Et j'ai grandi comme ça. Donc, la journée très réglée, voilà, l'école, les règles, et le soir avec l'alcool de maman. Je faisais ce que je veux, quoi. Donc à 12 ans, je traînais dans des endroits dans lesquels normalement on ne traîne pas, avec des gens avec qui on ne traîne pas. Donc l'alcool, pas forcément à cette époque-là. J'ai commencé à fumer le pot, comme vous dites. Donc nous on appelle ça le shit, le hashish. Donc j'ai plus commencé comme ça, vers 12-13 ans. La cigarette, les sorties, traîner avec des drogués. Par contre, je traînais avec beaucoup de drogués. Mais j'étais assez protégée. Ils m'ont protégée. Dans tout ça, j'avais déjà ma puissance supérieure qui me protégeait, puisque j'étais jamais touchée à la drogue en tant que telle. Les drogues dures, qu'on appelle. Donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. J'ai fait mes études, le lycée, l'université. Je travaillais, j'étais la bonne petite fille sage, double vie, voilà, l'école bien rangée, la fille sympa, obéissante, toujours en soutien de famille, voilà. Et à côté de ça, toute ma vie en dehors, avec des gens pas très fréquentables, mais voilà, j'avais trouvé mon équilibre là-dedans. Après l'université, j'ai commencé à travailler. Je travaillais beaucoup,
beaucoup. Et une histoire sentimentale qui s'est mal finie. Et là, j'ai commencé vraiment à tomber dans l'alcool. On buvait déjà beaucoup, donc j'étais avec un Antillais. Donc l'alcool aux Antilles, ça coule bien. Dès le matin, 9h, ils appellent ça le décollage. Et puis ça me plaisait bien. Voilà, l'ambiance antillaise. Et puis quand ça s'est terminé, j'ai continué. C'est-à-dire que l'histoire avec les Antilles c'est fini, mais l'alcool est resté. Et en même temps, j'ai perdu mon grand-père, pareil, grâce au programme, j'ai compris que ça a été aussi un des gros déclencheurs, dans le sens où c'était mon seul repère masculin, mon seul pilier masculin de la famille. Et ça a été un gros drame, cette perte-là pour moi. Et là, j'ai plongé, quoi. La famille a rééclaté en morceaux. Ça a été très violent à cette époque-là et je me suis réfugiée dans l'alcool. Voilà, ça m'a permis d'oublier, de supporter le travail, de supporter la famille, de supporter la douleur, le chagrin. J'ai tout anesthésié, sauf que l'alcool a pris le dessus et je buvais de plus en plus. Donc au départ le week-end, après le soir, après le boulot pour se décompresser, 1 fois, 2 fois par semaine, puis tous les jours, puis c'est devenu que je buvais le matin avant de partir au travail, je buvais au travail, je faisais mes mélanges dans des bouteilles de Coca-Cola. Moi, ma boisson c'était je sais pas si on peut le dire à la radio, du whisky Coca. Cola, whisky Cola, soda. Et du coup, je faisais mes mélanges dans une bouteille de Coca-Cola pensant que ça se verrait pas. Voilà, pour pouvoir tenir ma journée au boulot. Le midi, je prenais ma voiture à la pause déjeuner, j'allais au supermarché, acheter mon alcool pour le soir. Enfin voilà, l'alcool dominait toute ma vie. J'y pensais jour et nuit. Et voilà, jusqu'à ce que mon corps dise stop. Voilà, moi il a fallu que je me rende au bout, parce qu'à la fin je buvais 24 heures sur 24, je devais être à 4 grammes non-stop finalement. Et il a fallu que mon corps me dise stop en fait, il a fallu que j'aille jusque là. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'estomac. Je pensais au foie, parce que en tant qu'alcoolique tout le monde pense au foie. Ouais. Sauf que moi c'était pas le foie, c'est le pancréas qui a pris. Ah ouais. Et mais malgré ça, j'ai continué à boire. Malgré les douleurs intenses, malgré tout ça, je buvais. J'étais rentrée dans un cercle vicieux où j'avais mal, je buvais, j'avais l'illusion que ça atténuait la douleur, mais en fait, ça l'atténuait, mais ça accentuait le problème. Exact. Et j'ai fait ça pendant 1 an, où je serais vraiment le martyr. J'ai perdu 40 kilos. En parlant kilos, chez nous, ça fait... la moitié de mon poids, on va dire, voilà. J'ai perdu la moitié de mon poids. Jusqu'à ce qu'un jour, une patronne, une chef me dise qu'elle voulait pas me revoir et que fallait que j'aille aux urgences. Parce que je maigrissais, c'était l'enfer. Et puis je souffrais, surtout, elle voyait que je souffrais. Que je buvais de plus en plus au bureau, ça se sentait, ça se voyait. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai atteint les urgences à l'hôpital en 2013. Après 1 an de souffrance. Et que ils m'ont diagnostiqué donc les pancréatites chroniques. Et même à cette époque-là, ça me touchait pas, et je continuais à boire. Et je sortais de l'hôpital et je buvais, et je retournais à l'hôpital et je ressortais de l'hôpital et je rebuvais. J'avais plus aucun goût de vivre, j'avais plus aucun goût de vivre. Les médecins me disaient que j'allais mourir. Je sais pas, c'est pas grave. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, personne qui m'attend, c'est pas grave. On me dit, vous voulez vivre? Bon, pourquoi faire? Voilà. Donc ça, c'était mon état d'esprit pour mes premières hospitalisations, où je savais que j'étais au bout. Les médecins ont mis 6 mois à me décider à faire une thérapie, une cure de désintoxication chez nous, ça s'appelle. C'est des cures publiques, hein. C'est pas des cures privées comme au Québec. C'est pas des cures basées sur AA. C'est vraiment très professionnel, médical et psychologique, avec des thérapies cognitives et comportementales. Voilà, donc il n'y a pas du tout de programme, mais par contre les associations d'anciens buveurs viennent
présenter les associations, il y a des groupes de parole. Donc c'est comme ça que j'ai connu les alcooliques anonymes, qui sont venus à notre thérapie. Donc je suis restée 2 mois à cette thérapie. Il n'y a pas de date limite, hein. Tant qu'on en a besoin, ils nous gardent. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré les alcooliques anonymes. Je suis allée voir des réunions, parce qu'on peut aller en réunion pendant la thérapie. Et ça m'a plu tout de suite. Moi, j'ai fait les autres associations, mais je me suis pas sentie... c'était pas ma place. En alcoolique anonyme, j'ai senti que j'étais à ma place tout de suite. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu alcoolique anonyme. Je sais pas. Voilà, donc j'ai fait mes premières réunions, donc j'avoue qu'au départ... j'avais rebu après ma thérapie, hein. Dès que je suis sortie de ma thérapie, je suis ressortie. J'ai bu. Parce que une semaine avant ma thérapie, les angoisses ont commencé à remonter. L'abandon, laisser mes collègues de thérapie, parce qu'on avait vraiment formé un groupe magnifique. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu Alcoolique Anonyme. Et puis Ben, merci, on va poursuivre après la pause, mais tu sais, je réalise dans ton premier segment que ça a été quand même des épreuves difficiles avec la perte de deux êtres chers, ton père et ton grand-père, vraiment. Puis on comprend qu'est-ce qui t'a amené. Puis je réalise aussi à quel point t'étais dans la première étape, t'étais vraiment impuissante, t'avais perdu la maîtrise. Nous, chez nous, on dit t'avais lancé la serviette. T'avais plus envie de rien. J'ai pas entendu celle-là. Ouais, c'est ça, c'est l'expression pour dire je m'en fous qu'il arrive ce qui arrivera, etc. Puis là, t'as commencé à nous parler de ta première réunion, puis effectivement que ça peut être de sortir de thérapie, on se sent seul, c'est l'isolement, etc. Fait qu'on va reprendre ça après la pause, j'ai hâte d'en savoir plus. À tantôt. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, je vais vous lire un court extrait qui provient de la littérature des AA et c'est tiré du livre Les réflexions quotidiennes. Et je dédie cela à Barbara, notre invitée international, comme on dit, d'outre-frontière. Puis tu vas te rappeler de la date, on est le 15 octobre, alors je vais te lire la réflexion du 15 octobre. Mon inventaire, pas celui des autres. Nous prenons un certain plaisir à répandre des commérages envenimés de colère, ce qui revient à commettre le meurtre sous la forme élégante de l'assassinat des réputations. Ici, nous ne cherchons pas à aider ceux que nous critiquons, mais plutôt à faire valoir nos propres mérites. C'est tiré des 12 étapes et 12 traditions, page 77-78. Il m'arrive parfois de ne pas me rendre compte avant la fin de la journée, au moment de l'inventaire quotidien, que j'ai bavardé dans le dos de quelqu'un et que ces commérages ternissent ma journée. Comment ai-je pu dire de telles choses? Ces ragots s'insinuent dans la conversation pendant les pauses café ou le repas du midi avec mes associés, ou encore le soir quand, fatigué de ma journée, je me crois justifié de me faire valoir aux dépens de quelqu'un d'autre. Les défauts tels que le commérage s'infiltrent dans ma vie quand j'oublie la pratique constante des 12 étapes du rétablissement. Je dois me rappeler que si j'ai la chance d'être unique, il en va de même de chaque être humain qui croise ma route durant le voyage de la vie. Aujourd'hui, le seul inventaire que j'ai à faire est le mien. Je vais laisser au juge suprême, soit la divine providence, le soin de juger des autres. Alors voilà cette belle réflexion d'aujourd'hui. Et on était en train de discuter de tes premières réunions au meeting en bon français. Alors, moi j'ai hâte de connaître la suite, Barbara. C'est très captivant, fait que je te passe la parole. Merci à toi. Donc voilà, donc j'étais en train de vous dire, j'arrive en A, donc en décembre 2013. Je buvais encore, pas beaucoup, moins,
parce que du coup j'avais vraiment cette conscience que du coup j'étais alcoolique et que je buvais trop, donc ma consommation avait déjà changé grâce à la cure, à la thérapie. Mais voilà, donc j'arrive en AA, je suis pas forcément convaincue tout de suite, hein. Je me sens bien, c'est le seul truc, c'est que je me sens bien, et que quand je repars de réunion, je suis mieux que quand je suis arrivée. Comme je vous ai dit, moi j'étais malade aussi à l'époque, donc c'était ma seule vie sociale, c'était Alcooliques Anonymes. Je pouvais pas travailler, bon voilà, c'était les hôpitaux et Alcooliques Anonymes, c'était ma vie. Donc je fréquentais du coup que des alcooliques anonymes, abstinents ou pas. J'étais toujours aussi sauvage, hein. Moi j'étais très sauvage, j'avais perdu confiance en tout, hein. J'avais perdu confiance en l'homme avec un grand H, comme on dit, en l'humanité, en tout. J'avais plus confiance en personne. Donc il a fallu, donc je me mettais à une petite place à l'entrée de la salle de réunion, voilà, me parlez pas, m'approchez pas, c'est très bien. On n'a pas cet accueil du nouveau comme vous pouvez l'avoir avec une personne dédiée à l'accueil du nouveau. Et voilà, donc les gens venaient me parler, mais bon, je pense que de par mon physique et mon image, voilà, je leur donnais pas trop envie. Et je dois un grand merci à ma marraine d'accueil qui a une grande intelligence du cœur, moi je dis, parce que elle a su me laisser m'apprivoiser. Voilà, c'est ce que je dis. Elle a su m'apprivoiser sans me forcer à quoi que ce soit, sans me dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que si on m'avait dit ça, je sais que je serais repartie, je serais jamais revenue. J'avais quand même un caractère, un esprit de contradiction très fort que j'ai encore parfois qui remonte. Mais c'est ça, si plus on me disait de faire quelque chose et moins je le faisais. Donc elle a eu cette intelligence, et mon parrain d'accueil aussi, voilà, a eu cette intelligence de me laisser venir gentiment, tranquillement. Et je pense qu'en France, c'est peut-être la différence au niveau du nouveau, c'est ça, c'est qu'on nous laisse venir sans nous, sans essayer de nous diriger tout de suite. Ça, c'est un avantage et un inconvénient pour moi qui connais les deux versions aujourd'hui, parce que du coup on perd du temps au début, je trouve. C'est mon avis personnel. Attention, ce n'est que mon avis personnel. Parce que du coup les étapes rentrent moins vite dans notre vie, et je peux voir la différence aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc j'ai fait mes réunions, j'écoutais. J'ai rapidement été convaincue que j'étais à la bonne place, de par les partages que j'entendais. Alors chez nous, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de réunion de partage. C'est que des réunions de discussion. Donc il y a un thème. Bon, après, c'est le même principe, hein, les lectures, le thème, l'animateur, voilà. Mais il n'y a pas de partage. Voilà, on partage une fois par an, si on le veut, pour notre jeton d'abstinence. Une fois par année. Une fois par année seulement, voilà. Donc c'est vraiment autour de thèmes que les gens, que le programme infuse. Voilà, que le programme infuse. Moi, j'ai pas voulu une marraine telle que, voilà, j'ai une marraine d'accueil. Mais ça m'a fait peur, voilà. Quand j'entendais les autres membres dire qu'ils appelaient leur marraine tous les jours, que moi ça m'a angoissée, quoi. Ça m'a angoissée parce que déjà j'appelais pas ma mère tous les jours, donc voilà, j'étais hyper angoissée de devenir dépendante de quelqu'un. Je suis une indépendante. Je crois que c'est dans mon ADN. Donc voilà, donc ça m'a fait très peur. J'ai pas pris de marraine et j'en ai toujours pas d'officielle aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça, mais j'ai ma marraine que j'appelle tout le temps, malgré tout. Puis j'ai mon amie Lynn que j'ai rencontrée aussi, qui m'aide énormément. Donc voilà, donc j'ai fait mes réunions, le programme infusé. Faut savoir qu'en même temps, j'avais toujours cette maladie que j'ai toujours aujourd'hui du pancréas, qui me ramenait régulièrement au fait que j'étais malade et que je ne pouvais plus faire. Donc l'impuissance, je l'ai accepté mon impuissance très rapidement. La souffrance, voilà, il a fallu que je gère ça en même temps que les réunions, l'arrêt de l'alcool, m'occuper de ma mère qui elle devenait aussi de plus en plus malade, qui était toujours alcoolique, elle pour autant,
Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Je me suis beaucoup remise en question les 2 premières années d'Alcooliques Anonymes. J'étais quelqu'un qui culpabilisait beaucoup. J'étais très timide. Ce que je fais aujourd'hui, là, il y a 8 ans, j'aurais été incapable de le faire. Donc voilà, j'écoutais, je voyais que ça marchait, que ça m'aidait beaucoup pour la maladie. Accepter la douleur, accepter qu'il y a des jours où je ne puisse pas faire ce que je voulais faire. J'étais quelqu'un qui était dans l'hyper-contrôle tout le temps, qui va avec l'angoisse, le manque de confiance. Donc, fallait que tout soit sous contrôle. Et c'est ça. Donc, les lectures, les réflexions quotidiennes. On n'a pas de groupe de gros livres non plus. On n'a pas de groupe d'études de gros livres. On n'a pas tout ça. Ça commence à venir grâce au confinement. Mais voilà, donc il n'y a pas de groupe. Donc je virevoltais dans mes groupes, mon groupe d'attache, dans lequel j'ai pris du service tout de suite. Ça, j'ai été secrétaire tout de suite, suppléante. Voilà, donc j'ai pris du service tout de suite. Et les étapes sont rentrées comme ça. Donc moi je les ai faites, on nous les transmet plus oralement, du coup, que s'asseoir et étudier le livre et faire les étapes. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. 6 ans, ça a été comme ça. J'allais de mieux en mieux. L'acceptation est venue vraiment très rapidement. La culpabilité m'a été ôtée quasi instantanément parce que j'étais à ma place et on m'a dit essaye. Voilà, notre grand mot c'est essaye. Essaye et tu verras. Parce qu'en France l'alcool c'est quand même tabou, on a beaucoup d'ego, Moi mon souci est comme beaucoup, c'est les sentiments, c'est l'émotivité, et sauf qu'on parle pas des émotions en France, on n'a pas le droit d'être je prenais ça pour une faiblesse. Donc c'était marche ou crève, et puis même pas mal quoi. Et voilà, donc moi j'ai grandi comme ça en A avec mes parents, mon parrain, ma marraine. On évoluait, j'étais pas quelqu'un qui appelait forcément, mais comme je faisais beaucoup de réunions, on se voyait quasiment tous les jours. Du coup on pouvait parler, et ma marraine est quelqu'un de très punchy et elle mâche pas ses mots. Moi c'est ce dont j'avais besoin. Donc j'ai trouvé un équilibre entre ma marraine qui était très quand j'ai besoin d'un coup de pied au cul, c'est elle que je vais voir, et mon parrain qui lui était beaucoup plus dans la douceur, et quand j'avais besoin de réconfort, j'allais plus vers lui quoi. J'ai trouvé mon équilibre comme ça, et j'ai grandi comme ça en AA. J'ai appris à m'affirmer, j'ai appris que j'avais le droit à l'échec, j'ai appris que des choses que je me permettais pas du tout avant. Le droit à l'échec, c'était une chose qui était impossible pour moi. Et grâce au AA, grâce aux étapes, voilà, j'ai appris que j'avais le droit à l'échec, que c'était pas une tare, que l'alcool était une maladie, que l'alcool c'était pas une tare, que j'étais pas forcément une mauvaise fille parce que je buvais. D'ailleurs, j'ai remarqué ça aussi, on est tous des grands gentils finalement. Ouais. c'est peut-être pour ça qu'on boit. Enfin voilà, donc j'ai fait comme ça, j'ai fait ma 4e étape, j'ai testé plein de méthodes, la méthode des Alanons, la méthode des narcotiques anonymes, la méthode, j'ai tout essayé. J'allais mieux, mais à un moment donné, j'ai eu une période de stagnation. Je culpabilise un peu là-dessus, mais voilà. Par la suite, ça s'est débloqué. Merci beaucoup. J'ai hâte de savoir cette période de déblocage, on peut dire. Et dans le segment qu'on vient d'entendre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand tu as parlé de essaye. Ça, je retiens ça, moi, puis l'ego. Effectivement, l'ego, on a tous ça, puis ça, en France particulièrement, comme tu dis, pour y être allé, là, puis c'est fort quand t'as dit marche ou crève, là, tu sais, c'est vrai, mais on voit quand même qu'il y a une progression. T'as parlé de culpabilité, t'as parlé de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe avec toi, là. Alors, moi, j'ai bien hâte de savoir la suite, que tu nous parles de, justement, ce déblocage, puis la 4e étape, puis aussi de ce que t'as vécu au Québec, là. Et, en tout cas, moi, j'adore ce qui se passe en ce moment. C'est un beau moment, puis on vous revient après la pause. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Évidemment, émission, il n'y a pas d'accent aigu sur le E. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez également accéder à Un jour à la fois sur le site Internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 à jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle comme Barbara le fait aujourd'hui avec nous, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel-Est à Montréal. Je serai heureux de vous y accueillir ainsi que mon équipe et notre technicien Alain. Vos commentaires sont également très bienvenus. Alors, nous étions en compagnie de Barbara qui va poursuivre son super beau partage pour nous, qui est en train de parler de déblocage et aussi qui nous avait laissé aussi sur la 4e étape. Alors, j'ai bien hâte d'en connaître plus. Je te laisse la parole, Barbara. Merci à toi. Donc j'en étais, aux étapes que j'ai pu faire, donc comme je vous ai dit, via différentes sources, mais pas celle du Eurolivre, ça c'est sûr, qui m'a quand même beaucoup apporté, et dans le sens où j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité dans tout ce qui s'était passé aussi dans ma vie. Et que, en partant des ressentiments, ça je l'ai beaucoup fait. J'avais beaucoup de ressentiments contre mon employeur, contre ma famille, contre mon frère, contre mes ex, contre la terre entière. Et en faisant mes premières 4e étapes, ça s'est quand même adouci. J'ai pu épurer le principal. Voilà, le principal. Et comprendre que j'avais une grosse part aussi de responsabilité, ne serait-ce qu'en laissant les autres avoir du pouvoir sur moi. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Dans le sens où dans chaque situation, finalement, j'aurais pu dire non. Sauf que comme j'avais pas de cadre, comme je savais pas dire non, pourquoi, comment, par peur de pas être aimée, par peur de passer pour la mauvaise fille, par peur de plein de choses, finalement, je me suis rendu compte, comme c'est dit dans la littérature, que j'étais remplie de milliers de peurs sur lesquelles j'avais jamais mis de mots. Et cette 4e étape, moi, m'a aidé à mettre des mots, justement, sur ces peurs, à les identifier d'abord, et ensuite à mettre des mots dessus, et du coup, à les dépasser. Donc, petit à petit, j'ai appris à savoir dire non. Alors, au début, c'était un peu violent, puisque c'était pas dans mes habitudes, donc forcément ça me demandait un effort, donc forcément c'était assez cash. Voilà, je suis devenue quelqu'un de très très cash, ce qui plaisait pas forcément en face, mais voilà, c'était mon parcours. Il a fallu que je passe par ça. Après j'ai appris à mettre un peu de douceur, à choisir le bon moment pour dire les choses. Voilà, j'ai appris qu'on pouvait tout dire. C'était la façon de le dire et le moment où on le dit. Mais quand je suis arrivée en âge, j'étais tellement pressée de me libérer que du coup, le moment, la façon, il y avait aucun filtre. Aucun filtre. Voilà, j'avais plus aucun filtre. Parce que je me sentais enfin libérée et à ma place, et je pouvais dire tout ce que je voulais. On me jugeait pas, on m'en voulait pas, et du coup, j'ai eu ces périodes où il fallait que j'évacue. Voilà, pas de la meilleure. Après, ça m'a fait faire plein d'amendes honorables après, mais bon, voilà, au moins je me suis libérée. Et amende honorable sur la façon de dire les choses et pas sur le fond des choses, puisque le fond était le bon. C'est ce que je pensais en tout cas. Donc il y avait pas de remords là-dessus, mais voilà. Les amendes honorables sur la forme, ouais. J'en ai fait un paquet à cette époque-là.
Et puis voilà, puis après du coup, je me suis sentie un peu stagnée quand même. Et en discutant avec des vieux membres, ils m'ont tous dit que c'était normal, à 6-7 ans, d'être dans une routine, de rentrer dans une routine, mes réunions, mes amis. On n'a pas des nouveaux tous les jours, on n'est pas des gros groupes, il y a beaucoup de groupes sur Paris. Du coup, on n'a pas des nouveaux tout le temps, donc je commençais sérieusement à m'ennuyer. Je m'ennuyais beaucoup, moi. J'y allais parce que fallait y aller et que j'avais du service. Le service m'a beaucoup aidé pour ça, puisque du coup, ça m'a obligé à continuer les réunions. Mais j'avais plus l'impression de progresser. Voilà, progresser spirituellement. Moi, ma puissance supérieure est rentrée très vite aussi dans ma vie. Je suis athée, jamais eu de problème avec le mot Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi. J'en sais rien. Pour moi, c'est l'univers, mes guides, mes cristaux, le pouvoir de la planète. Mais voilà, donc j'ai jamais eu de souci avec ça. J'ai beaucoup utilisé la prière de la sérénité, surtout mes 2-3 premières années. 4e année d'abstinence, on m'a déclaré une maladie auto-immune. Pareil, coup de massue, mais en même temps avec le programme, les amis, la prière de la sérénité. C'est passé, vivre un jour à la fois. Le un jour à la fois. Moi, ils ont mis 7 mois à me diagnostiquer. Si j'étais pas restée dans mes 24 heures, je me vois déjà en fauteuil roulant, puis pouvoir bouger de chez moi, qui est à terme peut-être la maladie que j'ai. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais bien. Pour aujourd'hui, ça va. Et ce 24 heures, moi, m'aide tous les jours, quoi. Tous les jours de rester dans mes 24 heures. Si ça va pas le matin, je recommence ma journée. Voilà. Donc voilà où j'en étais à ce moment-là. Et la pandémie du Covid est arrivée. Au début, je me dis, oh ouais, trop cool, plus de réunion. Du coup, plus obligée d'aller en réunion, super. Comme je vous dis, j'étais dans une période où je stagnais un peu. Et là, j'ai un ami français qui me dit le 2e jour, je suis allée au Québec cette nuit, avec le décalage horaire, plus 6 heures pour nous. Il faut que tu viennes demain, j'ai vu un super groupe, donc c'était le groupe du 24 heures. Voilà, qui existe toujours. Et là, je suis arrivée à ce groupe-là, et c'est mon amie Lynn, mon amie aujourd'hui, qui partageait. Et là, je sais pas comment vous dire ce qui s'est passé en moi. Ma puissance supérieure est passée à travers Lynn, je pense. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un en 6 ans d'Alcooliques Anonymes qui m'a donné envie de lui demander ses coordonnées. Ah ouais. Je me suis tellement reconnue dans son partage, pas forcément sur les expériences, mais dans la façon dont elle appréhendait les choses, les événements, Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi, c'est mon double dans la façon de réagir. Et c'est la première fois, je vous dis, dans ma vie d'alcoolique anonyme où je demandais les coordonnées de quelqu'un. Où quelqu'un me touchait comme ça. Et elle a accepté, bien sûr. Bien sûr, parce que elle est présente à côté de moi et j'adore. J'adore. C'est vraiment mon amie, c'est mon âme sœur. C'est la magie d'alcoolique anonyme. Et voilà, donc j'ai commencé à faire ça. De ce groupe-là, le mercredi, il y avait un groupe d'études du Gros Livre où j'ai rencontré Marc D. Et pareil, ça a été la révélation des groupes de Gros Livres du Québec. Ça a été moi ma révélation. Et je m'ennuyais et là, je me nourrissais. À nouveau, je me nourrissais du programme, des expériences, des partages. On était confinés 24 heures sur 24, j'avais que ça à faire. Je passais mes nuits sur Zoom avec les Québécois et des amis français aussi qui venaient. On parlait du programme, on parlait de la littérature. J'ai redécouvert toute la littérature grâce à ces nuits là, qu'on passait. Je leur montrais le lever du jour le matin et j'allais me coucher après. Ça a été vraiment pour moi... Je sais pas comment l'expliquer. Ça a été intérieurement, c'est une explosion, quoi. À nouveau, je retrouvais le goût d'Alcoolique Anonyme. À nouveau, je retrouvais le goût d'apprendre, de progresser, et vous avez cette dimension spirituelle dans vos réunions qui fait que moi, ça me manquait. Mon amie Lynn, je lui disais, j'ai un cœur de pierre. Les émotions, c'était encore très dur pour moi. Malgré les 4e, l'affectif, c'était
c'était compliqué. Et je suis arrivée, je voyais des gens qui parlaient de leurs émotions d'une telle façon au Québec. Je me disais, mais je suis où là? Je suis dans la 4e dimension. Les hommes pleuraient, et tout le monde pleurait là-dedans. C'était waouh, pour moi c'était vraiment irrationnel quoi. Parce qu'en France, je vais pas dire que tout le monde est comme ça, mais on n'est pas dans l'émotionnel, à part dans La Rechute, où là ça pleure, mais sinon on n'est pas dans l'émotionnel. Et là moi j'ai dit ok, je pense que je suis à ma bonne place et ma puissance supérieure m'a pas mis là par hasard et qu'ils vont m'apporter quelque chose de ce côté-là. Et voilà, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc depuis j'ai rencontré tellement d'amis. J'ai fait beaucoup de partages, beaucoup d'anciens aussi. Vraiment des gens qui sont dans la spiritualité. Je pense que le Québec m'a ramené ça aussi. Le vrai contact spirituel avec ma puissance supérieure, le vrai lâcher prise, l'émotionnel, vivre ses émotions vraiment telles qu'on les ressent et tomber les masques. Et la littérature, vraiment la littérature. J'ai pu étudier le gros livre, le 12-12, le Joe et Charlie, avec Marc et puis d'autres. Merci. Écoute, moi là, ce matin, c'est tellement de belles rencontres, j'ai des frissons de t'entendre, de voir que Lynn est avec nous. T'as parlé de plein de belles choses. T'as parlé. Moi, j'ai appris quelque chose ce matin. Là, dire non, c'est être cash. Ça, j'avoue que je le savais pas. Puis, je sais pas si nos auditeurs se retrouvent, mais moi, je me retrouve dans ce que tu dis. Moi, je m'identifie. Le fait d'être aimé. Le fait quand tout le monde avait du pouvoir sur moi. J'avais de la misère à dire non. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis. C'est tellement vrai. Puis le service t'a aidé beaucoup. T'as parlé de la maladie. T'as parlé de la 4e dimension, qu'on en parle dans le gros livre. Moi aussi, j'ai vécu ça en faisant mes étapes, mais moi, t'en parles, là, puis je suis vraiment ému, puis c'était un maudit bon moment que je vis ce matin. Fait que j'ai hâte qu'on continue tantôt après la pause. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste de toutes les réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit et même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont également offertes. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors nous allons trouver avec joie, avec empressement, notre invitée Barbara, qui nous vient en direct de la France. Moi, je suis vraiment, vraiment privilégié puis vraiment heureux de l'avoir avec nous. Alors, on va poursuivre. Tu nous parlais des rencontres que tu avais fait au Québec, notamment on pourrait dire de ta marraine de cœur du Québec, la belle Lynn. Fait que je te laisse conclure ce beau partage. Oh, merci. Donc, je vous disais, donc je suis arrivée au groupe du 24 heures. J'ai eu mon illumination totale sur l'expérience spirituelle, les vraies rencontres et le pouvoir d'Alcooliques Anonymes en fait. J'ai rencontré donc Lynn en premier, et puis plein de gens avec lesquels ça a matché tout de suite. J'ai pris du service au Québec aussi au niveau de Zoom. Je vais citer les 2 groupes. Donc il y avait le 24 heures, mais il y avait surtout le Langage du cœur aussi le midi, qui est vraiment un groupe spécial à mon cœur en tout cas.
avec tellement d'amour et dans l'accueil du nouveau. Vraiment, pour les nouveaux, c'est un groupe magnifique, je trouve, personnellement. Ça a été mes 2 groupes d'attache au Québec, voilà, le langage du cœur et le 24 heures. Et j'ai pris du service, voilà, au langage du cœur, puisqu'avec le décalage horaire, c'est quand même plus facile. Ce qui m'a permis de vraiment m'investir pendant toutes ces périodes la période de confinement, les périodes et je travaillais pas non plus à l'époque. Donc voilà, toutes ces rencontres que j'ai pu faire et j'ai fait plusieurs fois l'étude du Gros Livre, j'ai fait plusieurs fois l'étude du 12-12. J'ai rencontré aussi une Québécoise qu'aujourd'hui habite à San Diego. Donc elle a aussi la méthode américaine. C'est du lourd aussi. J'ai fait un atelier d'étapes avec elle. Donc j'ai refait toutes mes étapes encore une fois, de la première à la 12e, tout en étudiant le Gros Livre, mais vraiment en atelier. Là, c'était vraiment du travail entre chaque séance, et ce qui m'a permis de refaire encore une 4e et de encore retrouver des choses en moi, parce que je me suis rendu compte que oui, en France on dit tu fais une 4e une bonne fois et après, mais non. Moi j'ai un cerveau, c'est plus je libère de choses avec ma 4e et puis plus les tiroirs se remplissent en fait. C'est ça, il y a de l'espace qui se libère. L'univers déteste le vide. Donc à chaque fois que je libère quelque chose grâce aux étapes, il y a toujours quelque chose qui revient. Et c'est le programme de toute une vie aussi. Donc par ma 10e, ma 11e, j'arrive à détecter. Puis voilà, je reste un être humain. J'ai aussi appris ça en Alcooliques Anonymes. Je suis un simple être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses déficiences. Et je les aurai toujours. C'est dit dans la littérature. Je les aurai toujours. Elles vont s'adoucir. Mais quand j'ai faim, quand je suis fatiguée, quand je suis malade, mes anciens comportements reviennent. Alors j'ai pas envie de boire. Je touche du bois. J'ai jamais eu envie de boire. Mais par contre, mes comportements peuvent revenir et ça m'est encore arrivé il y a pas si longtemps que ça. Sauf que ça dure moins longtemps aujourd'hui parce que je sais que je peux en parler. Moi qui exprimais jamais ce que j'avais au fond de moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ces maladies-là ça m'a bouffé de l'intérieur de pas parler. Grâce à Alcooliques Anonymes, maintenant je parle, j'exprime, j'évacue. Voilà, j'évacue. Et voilà, donc j'ai fait ça. J'ai rencontré des gens tellement magnifiques qu'on voulait plus se quitter quand la vie a repris son cours en 2021. Ce qui fait que on a monté un groupe avec des Québécois sur Zoom, un groupe franco-québécois, parce qu'on voulait plus se quitter. On voulait plus se quitter, on voulait pas repartir chacun de notre côté. Donc on a créé ce groupe ensemble sur Zoom avec 2 amis qui tourne encore. C'est un groupe de partage qui roule, ça roule, on s'entend bien, il y a pas de souci, tout glisse. Et pour moi c'est nouveau ça, parce que j'ai toujours été dans la lutte, j'ai toujours été dans la lutte. Enfin, je me batte pour tout. Aujourd'hui, ce qu'Alcooliques Anonymes m'a apporté, c'est ça. C'est mes 24 heures, voilà, de rester dans mes 24 heures, que rien n'est immuable dans la vie, que si je passe une bonne journée, tant mieux. Si je passe une mauvaise journée, c'est juste pour aujourd'hui. Que j'ai le droit à l'échec, donc si j'essaye, ça marche pas, c'est pas grave, je vais essayer autrement. Vraiment tout le poids que je me mettais toute seule, la pression que je me mettais toute seule par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport aux pensées limitantes. J'avais beaucoup de pensées limitantes pour mon évolution. Tout ça m'a été ôté grâce à Alcooliques Anonymes. Aujourd'hui, je suis chez vous, je suis au Québec. J'aurais jamais dit il y a 2 ans et demi que je serais au Québec, que je rencontrerais plein de gens formidables, que je serais là en train d'enregistrer la radio, mon partage. C'est fou. En fait, c'est fou. J'arrive pas à réaliser. C'est des cadeaux de tous les jours. C'est des petites choses. C'est vraiment des toutes petites choses. Je veux plus de paillettes dans ma vie. Je veux pas des choses extraordinaires, mais je me satisfais de choses simples. Ça n'empêche pas que j'ai des ambitions quand même, hein. Mais chaque chose se fait en son temps. Voilà. Ma puissance supérieure me veut que du bien. Elle est là pour m'accompagner. Elle est pas là pour me tirer. Faut que je fasse quand même ce qu'il faut pour m'impliquer, partager,
Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas mon truc de base. C'est pas vraiment les choses que j'aime faire encore, de parler de moi, Mais voilà, je sais que ça peut aider d'autres gens. J'espère que ça aidera au moins une personne. C'est ce que je me dis. Mon partage plaira pas à tout le monde, c'est pas grave. C'est pas parfait, c'est pas grave. Si dans les auditeurs il y a une personne que ça peut aider, j'aurais fait le job, la job. Au Québec, on dit le job. Chez vous. Chez nous. Mais voilà, j'aurais fait ma part, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est ça, c'est vivre simplement, sans pression, sans attente. Ça aussi, merci à ne pas avoir d'attente aujourd'hui, ça me permet de vivre vraiment bien, simplement, bien. Et j'ai des cadeaux tous les jours. Vraiment des petites choses simples. Et si je force les choses, je sais que ça marchera pas. Si je confie à ma puissance supérieure, elle me trouvera une solution pour que ça fonctionne. Et peut-être pas de la façon dont moi j'aurais voulu, mais en tout cas, si j'arrive à me poser et à observer la situation, c'est toujours pour du mieux. Aujourd'hui, je suis accompagnée H24 par ma puissance supérieure et tout se passe pour le mieux. Et je suis très heureuse de vous avoir tous rencontrés aujourd'hui. Et je pense que je suis arrivée au bout pour moi. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu retiens des meetings que tu as fait au Québec, la façon que ça se déroule, les expériences qu'est-ce qui tu ramènes avec toi de ça? Le côté, en France, on est très rigide sur les meetings. On est très rigide dans les meetings. C'est ça. Le côté vraiment cool, peut-être anglo-saxon, américain, qui joue sur le Québec. Mais c'est ça. Nous, on est très rigide dans nos réunions. Pas de bruit, on bouge pas. Dès qu'il y a quelqu'un qui chuchote avec quelqu'un d'autre, on entend des chut. Ok. Voilà. Donc peut-être ce côté plus relax, ouais, des réunions. L'accueil aussi, tu parlais. L'accueil. Les partages. Les partages. Ça a été la grande découverte. Au Québec, ouais. On n'a pas ça, nous. Je vous dis, on le fait une fois par an. Et c'était à peine 15 minutes. Donc, les partages de 45 minutes. C'est pour ça qu'on a eu du mal au départ à inviter des Français à partager, parce que 45 minutes, c'était infernal pour eux. C'était inimaginable. Aujourd'hui, ils aiment bien. Et on amène ça aussi dans nos réunions françaises maintenant. Des partages plus longs, plus développés. On s'est appris mutuellement aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de Québécois aussi qui viennent sur les réunions France. On a du Zoom aussi pour ceux qui veulent venir sur A France. Ils trouveront tous les meetings Zoom. Et puis tantôt tu parlais des meetings que t'assistes comme le groupe Le Plan là, avec Marc qui anime. Je crois comprendre que c'est des choses qui existent pas chez vous, des choses comme ça, des lectures de Joe and Charlie, non? Alors Joe et Charlie n'existe pas chez nous parce que déjà c'était pas traduit en français. OK. Et puis c'est pas AA. Donc voilà, nous par exemple, on a plein de littérature que vous avez qu'on n'a pas. Ah ouais. Parce que vous c'est Gravine, à Gravine, et nous ça passe par les conférences, tout ça. Donc par exemple, je leur ai soumis la sobriété émotive, mais ce sera pas avant 2024 ou 2025 dans les salles, quoi. Ah ouais. Parce qu'il faut que ça passe dans les commissions, conférences, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais leur en ramener. Beaucoup de hiérarchie, hein. Beaucoup. C'est très rigide chez nous, voilà. Comme je vous disais, très rigide. Mais ça a son beau côté, en fait. Les deux sont compatibles. Ben écoute, moi j'ai plein de choses à te dire pour conclure. D'abord, je te remercie beaucoup, Barbara, pour ton partage. Tu sais, tantôt t'as parlé que t'espères que les gens qui sont à l'écoute d'aider. Moi, je suis sûr que ça va aider. Je suis convaincu. Je veux te dire aussi que t'as parlé de cadeaux d'être ici. Ben moi là, c'est un cadeau que tu nous fais d'être ici. En tout cas, moi aujourd'hui, ma journée, je suis plein de gratitude. Je suis rempli de gratitude. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais. Puis moi, j'ai envie de te souhaiter de la santé. J'ai envie de te souhaiter d'autres 24 heures. Puis sais-tu quoi? J'ai envie de nous souhaiter, nous ici au Québec, que tu viennes animer tes groupes. On aimerait ça parce que t'es allumé, t'es dynamique, t'as un beau regard. Je suis convaincu. Ça serait super que tu viennes animer. Moi, j'aimerais ça. Puis moi, j'espère beaucoup aller te voir en France avec peut-être Marc. Ça serait drôle. Alors, je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invitée, Barbara,
nos auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Alain ici à la technique, à la console plutôt, tous les collaborateurs et radiodiffuseurs, toute la belle équipe de Radio à la fois. Alors, ici votre animateur André qui vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.